Quel, quel est votre métier? Alors moi, on dit planétariste, c'est-à-dire je m'occupe du planétarium. D'une manière générale, tout ce qui est technique des planétariums et un petit peu d'animation aussi. Voilà. En quoi consiste-t-il? Alors, c'est très très varié parce qu'en fait, du moins, le planétarium pour lequel je travaille, on est spécialisé dans les méthodes de navigation aux étoiles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des élèves comme vous, j'ai des vieux caporniers barbus qui ont fait le tour du monde et en fait qui apprennent à utiliser des instruments de navigation aux étoiles comme des sextants, des choses comme ça. Donc d'avoir des élèves comme vous de temps en temps, ça me change un peu. Hein. C'est très très varié, donc on fait des stages de formation pour d'autres animateurs. L'avantage de ce métier-là, c'est que c'est jamais la même chose. Quel est votre parcours scolaire et professionnel depuis la classe de 3e? Voilà, alors, le bac comme tout le monde, et puis je suis pas un bon exemple parce que moi j'ai commencé par l'électronique et je suis venu au planétarium par le biais de l'électronique. Et après j'ai fait ce qu'on appelle de l'astronomie position, de la mécanique céleste à l'observatoire de Strasbourg en fait. Université Louis Pasteur de Strasbourg. Pourquoi aimez-vous votre métier? Je vous l'ai dit, c'est très varié. C'est un travail très très agréable puisqu'on est appelé à faire des choses très différentes en fait. Donc par exemple, de temps en temps, je m'occupe de logiciels, on vérifie si les logiciels sont justes, on fait tout un tas de choses. C'est très très varié en fait. Y a-t-il beaucoup de débouchés? Alors, ce qu'il faut savoir, une chose en astronomie, c'est qu'il y a tous les métiers possibles. Il n'y a pas que les astrophysiciens, on pense souvent qu'aux astrophysiciens. Il y a des gens qui font de l'astrophysique, mais aussi il y a des gens qui font... Vous allez dans un observatoire, vous avez des mécaniciens, des spécialistes d'informatique, d'électronique. Maintenant, même en astronomie, vous avez des gens qui ont une formation de biologiste, puisqu'ils font de l'exobiologie. Il y a des mathématiciens, il y a vraiment tout, des documentalistes, il y a tous les métiers dans l'astronomie en fait. Hein. Il ne faut pas s'ennubiler sur le côté uniquement astrophysique. Hein. Vous n'avez peut-être pas visité toutes les salles de contrôle, etc. à l'observatoire, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'ordinateurs. Bon, il faut des gens qui sachent les utiliser, les programmer, les analyser. Donc il y a vraiment énormément de métiers en astronomie. Il n'y a pas que le vieux barbu dans son observatoire qui regarde à la lunette, maintenant c'est fini. Il y a vraiment tous les métiers possibles. Donc il ne faut pas penser qu'on va faire que de l'astronomie. Vous pouvez faire de l'astronomie en faisant d'autres métiers. Donc c'est très varié, là aussi. Pourquoi le ciel est-il bleu? Est-il bleu? Alors, vous avez déjà vu un arc-en-ciel? Oui. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu un arc-en-ciel, vous avez vu que la lumière qui vient du soleil, en fait, est un mélange de toutes les couleurs qui vont du violet au rouge. Hein? Et en fait, lorsque la lumière du soleil arrive dans l'atmosphère, il se passe qu'une onde bleue, en fait, c'est une image qu'on a en réalité, une onde, ça ne ressemble pas vraiment à ça, mais une onde bleue ondule plus qu'une onde rouge. Une onde rouge va faire ça, alors qu'une onde bleue va faire ça. Mais ce qui va se passer, comme l'onde bleue oscille le plus, elle va percuter toutes les particules de votre atmosphère, elle va se diffuser dans le ciel, et c'est pour ça que le ciel est bleu. D'accord? Si sur un manège d'autostoppeuse, vous vous promenez tranquillement, vous ne percuterez pas grand monde. Par contre, si vous y allez comme ça, forcément, vous percuterez beaucoup plus de monde. D'accord? En très simplifié. Et c'est pour ça d'ailleurs que le soleil est rouge quand il va se coucher. Parce que quand le soleil est à l'horizon, d'accord, eh bien, la couche d'atmosphère qui traverse est plus importante, donc toutes les lumières bleues, vertes, tout ça sont parties dans l'atmosphère. Il n'y a plus que le rouge qui arrive à onduler, à traverser l'atmosphère. C'est pour ça que le soleil est rouge à l'horizon. L'espace est-il sombre? Alors ça, on appelle ça le paradoxe d'Olbers. Ça a permis de comprendre aux astronomes qu'en fait l'univers était structuré, enfin, il n'était pas construit n'importe comment. C'est-à-dire, si l'univers était fait très régulier, supposez que vous mettiez des étoiles de manière régulière, au bout d'un moment, le fond du ciel devrait être brillant.
D'accord? Si toutes les étoiles, s'il y avait des milliards d'étoiles réparties au hasard, de manière régulière, pardon, eh bien, le fond du ciel finirait par devenir presque lumineux. Donc, en fait, si le fond du ciel est noir, ça veut dire que l'univers, s'organise d'une manière un petit peu différente. C'est pas le hasard qui est complet, enfin, c'est pas réparti de manière uniforme. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a des galaxies, c'est structuré, en fait. Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile, c'est une grosse pompe à bicyclette. Il ne faut pas dire ça aux parents. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous prenez une pompe à bicyclette, d'accord, et que vous gonflez un pneu, vous avez déjà touché la pompe après? Non? Vous n'avez pas remarqué qu'elle est chaude? Alors elle est chaude pour deux raisons. D'abord parce que ça frotte un peu à l'intérieur, mais surtout quand vous prenez des gaz, là ce qu'on est en train de respirer, c'est des gaz. L'air qu'on respire, il y a de l'oxygène, il y a de l'azote, etc. Bien, une étoile, c'est une énorme boule de gaz qui se comprime, et au cœur de l'étoile, ça se comprime tellement que ça devient très très chaud. D'accord? Et ça devient tellement chaud que ça va allumer les réactions du noyau de la matière. Ça ne marche pas comme du feu. Il ne faut pas dire qu'une étoile brûle comme du feu. C'est une énorme boule de gaz dont le cœur est très très chaud, et la chaleur qui vient du cœur arrive jusqu'à la surface, et c'est tellement chaud que ça émet de la lumière. Donc une étoile produit de la lumière comme ça. C'est qu'une planète. Une planète, ben c'est... je vous ai montré, là, je pense ce matin, enfin aux deux classes, j'ai dû montrer, dans Orion, vous vous souvenez, des bébés étoiles, là. Oui. D'accord? Vous avez vu qu'il y avait des étoiles qui étaient en train de naître, et autour d'elles, il y avait tout un tas de gaz et de poussière. D'accord? Eh bien, les poussières et les gaz peuvent finir par se ramasser, se coller les uns aux autres, et former des planètes. Alors, il ne faut pas beaucoup de poussière, puisqu'en fait, l'ensemble du système solaire des planètes, c'est que le millième, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça fait, le millième de la masse du Soleil. Donc il ne faut pas beaucoup de poussière pour faire des planètes. Les étoiles sont tellement grosses. Voyons-nous le même ciel que nos ancêtres? Pas exactement, en fait, ça dépend ce que tu appelles ancêtre. Si nos ancêtres, c'est les dinosaures, par exemple, les constellations se sont légèrement déformées, très légèrement. Si c'est les hommes de Cro-Magnon, il n'y a pas une grosse différence. D'accord? Par contre, en 2000 ans, par exemple, l'axe de la Terre a basculé. D'accord? Ce qui fait que les repères changent régulièrement. Par exemple, une carte du ciel, à l'œil nu, il ne faut pas la garder plus de 50 ans à peu près. Parce que les repères à l'intérieur de la carte du ciel se décalent légèrement. En fait, c'est l'axe de la Terre qui tourne un petit peu. Je vous ai dit qu'elle était toujours dirigée vers l'étoile polaire pour simplifier. Mais en réalité, elle bascule un peu. Pourquoi les étoiles font des formes dans le ciel? Alors, elles ne font pas des formes, c'est l'homme qui les a imaginées. La plupart des étoiles que vous voyez dans le ciel, dans une constellation, vous prenez les étoiles de Cassiopée, par exemple, une constellation que vous connaissez bien. Je ne me souviens plus des distances exactes, mais il y en a une, je crois, qui est à environ 50 années-lumière, alors qu'il y en a une qui peut être à 400-500 années-lumière. C'est l'homme qui les a imaginées. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Parce qu'on les reconnaît. Voilà, pour les reconnaître. C'est plus facile de reconnaître, comme je vous disais à la première veillée, si je veux vous montrer une étoile, je ne vais pas vous dire, regardez la petite étoile qui est à droite de celle qui est à gauche, juste en face sous la brillante, à côté des deux qui sont côte à côte, et le lendemain, on chercherait encore. Donc en fait, les hommes ont imaginé ces formes, parce que c'est beaucoup plus facile. Si je vous dis, regardez l'étoile qui est au bout de la casserole, de suite, vous savez de quelle étoile je parle. D'accord? Donc, c'est un peu comme les départements en France. Vous habitez dans le Vaucluse. Quand vous dites à quelqu'un, j'habite dans le Vaucluse, on peut dire, par exemple, qu'en ce moment, Jupiter, il est dans le Taureau. Donc, on sait de suite dans quelle direction du ciel il faudra regarder. Pourquoi ne voit-on que les étoiles Pourquoi ne voit-on les étoiles que la nuit? On peut les voir de jour, avec un télescope. On peut, quand on pointe dans la bonne direction, on arrive à voir les étoiles de jour. Elles y sont toujours. Mais la lumière du soleil éclaire tellement l'atmosphère de la Terre que la luminosité nous empêche de voir les étoiles. Vous avez vu la nuit, il faut que nos yeux soient bien habitués à l'obscurité pour bien voir les étoiles. Et si on vous met une lampe devant les yeux, vous ne voyez plus les étoiles. Le soleil, il est très lumineux, il éclaire l'atmosphère de la Terre. Le jour, en fait, c'est l'atmosphère de la Terre qui est éclairée par le soleil. Y aura-t-il toujours des étoiles dans le ciel? Là, si tu arrives à trouver la réponse, je te garantis le prix Nobel. Parce que ça voudrait dire que tu aurais compris comment l'univers va évoluer. On ne sait pas comment.
pour l'instant, les astronautes ne savent pas trop encore. Soit il est assez massif et il pourra revenir sur lui-même, soit il est en expansion infinie. On ne sait pas trop. Vous pouvez dormir tranquille, vous n'aurez pas l'occasion de vous poser la question vous-même. C'est dans quelques milliards d'années qu'on saura si l'univers évolue d'une manière ou d'une autre. Mais à l'heure actuelle, il faut rester modeste. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Le Soleil existera-t-il toujours? Non. Non, parce que, je vous ai dit, c'est des énormes boules de gaz qui se compriment et qui consomment des éléments. Alors, c'est l'hydrogène, bon. Tous ces gaz, tout ça, vous en entendez parler plus tard au collège, etc. Ils consomment, si vous voulez, c'est comme si tu avais du carburant dans ta voiture, au bout d'un moment, le réservoir il va être vide. D'accord? Donc, quand le réservoir est vide, il manque d'énergie. Donc, le Soleil, c'est une sorte de match de boxe entre l'énergie qui vient du cœur et les grosses masses qu'il y a autour qui l'écrasent. Mais le jour où l'énergie qui vient du cœur va diminuer parce qu'il manque de carburant, entre guillemets, d'accord? Eh bien, les masses extérieures vont avoir tendance à le comprimer. Ça va donc réchauffer encore le cœur du Soleil, ça va rallumer d'autres réactions, et il va se mettre à avoir des instabilités, comme la plupart des étoiles. En vieillissant, elles vont devenir instables. Et au bout d'un moment, le Soleil finira, comme la plupart des étoiles, alors, ce qu'on appelle la mort d'une étoile, c'est au moment où elle n'émet plus de lumière, en fait, pour nous. Hein. D'accord. Mais ceci dit, elle va exister toujours, sa masse existera toujours. J'avais une question. Ah, c'est tout? Bon.